Belgique, Pays-Bas, Suède notamment. Et on est un pays où à l'intérieur on est moins de 3 millions et demi et à l'étranger on est pratiquement 700 000. Donc voilà, si on continue à compter, je pense qu'on arrive à retrouver 3 millions à l'extérieur. On peut peut-être profiter justement de cette ouverture sur le Hawaï pour commémorer la mémoire de Pepe Mujica qui nous a quittés l'année dernière. Il nous a quittés il y a quelques jours et en effet il est parti à ses 89 ans, un type infatigable qui a milité, qui a lutté jusqu'à la fin. Et dernièrement, il avait demandé aux militants et au peuple de le laisser partir. Il a fini avec une phrase assez touchante. Je suis pas en train de partir, je suis à peine arrivé. Et depuis, c'est que c'était très touchant. Pour moi, c'était une semaine dans laquelle je pense que je ne m'attendais pas à être si touchée que ça. Mais oui, j'ai reçu des messages un peu de tout le monde. Et le pays, il a décrété 3 jours de deuil. Et les gens, ils sortaient en masse à la rue. Ils chantaient dans les rues de Montevideo. Il y a eu tout genre d'hommages. Si vous cherchez hommages vidéo, vous allez retrouver des danseurs, des danseuses de ballet, des chanteurs, des poètes, des graffeurs. Il y a eu un graffiti qui m'a été envoyé depuis Dublin. Et c'était énorme. Il y a eu une rencontre économique en Chine qui était interrompue pour la mort de Mujica. Et Lula et Boric qui sont partis, ils ont fait 30 heures pour arriver à saluer à sa femme Lucia, qui aussi c'est une guerrière très 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 forte, que jusque-là il va tenir sa ferme. Et bon, quelqu'un qui nous a laissé, même avec ses erreurs, comme tous êtres humains, il nous a laissé un message un peu d'espoir, surtout d'espoir. C'était très touchant de voir la quantité de jeunes qui attendaient pour saluer à Pepe et qui laissaient des dessins, des messages, etc. Il va être enterré dans sa ferme, à côté de sa chiante, la chienne Manuela, dans son arbre. Oui, une belle preuve d'engagement politique de durée, aussi dans la durée, c'est-à-dire depuis l'époque de la dictature, jusqu'au Tupac, le nouveau progressisme latino-américain, et puis ensuite ce retrait quelque part, cette mise un peu à l'écart, tout en étant toujours un acteur, en tout cas d'un discours politique important en Amérique latine, et qui n'a pas trop non plus mouillé dans les affaires où beaucoup de gouverneurs ont pu, il est quand même resté assez propre dans son gouvernemental, en tout cas de ce qu'on a pu. Oui, tout à fait. Il ne s'est pas enrichi, ce que c'est assez rare. Il n'a pas habité dans les palais gouvernementaux, il n'a pas pris la voiture officielle, il ne voulait même pas avoir de sécurité. C'était un peu obligé parce qu'il arrivait tellement de gens devant sa ferme qu'à un moment donné, il avait un peu quelqu'un qui demandait aux gens pourquoi il venait, et en général il sortait et parlait avec les gens. Il avait un petit salaire aussi. Il avait un petit salaire et en fait il avait décidé à prendre un tout petit partie de son salaire. Sa femme aussi, qui était sénatrice jusqu'à il y a très peu. C'était autour de 1000 euros, quelque chose comme ça. Et après, le reste, c'est des donations à son parti. Il y a des coopératives des jeunes, des coopératives de jeunes entrepreneurs et aussi à la création d'habitations. Et dernièrement, il n'arrivait pas à travailler sa terre. Donc, du coup, il avait coupé sa terre, il avait loté un petit morceau pour vivre. Et le reste, il l'avait donné à des écoles. Et à des écoles agraires pour continuer son travail. C'est carrément un type de déception, non? Tout à fait. C'est incroyable, il n'y avait jamais eu autant de personnes dans un funérail d'un président. Il y a une belle anecdote, c'est quand il est arrivé un jour à son boulot,
dans sa petite voiture, il les garde, il arrête les WC, vous savez où? Excusez-moi, c'est moi le président de la République, parce qu'il a sa petite voiture un peu ancienne. Son Volkswagen. Oui, Il oui. avait un petit Volkswagen rond. Et avant, il avait une moto, une Vespa. Et il faisait toutes ses campagnes dans sa Vespa. Et il allait à tous les marchés. Et moi, je le rencontrais dans des marchés de quartier. Et en plus, voilà, il militait tout pas mal, comme mon grand-père, voilà, qui partageait une partie de ses années de prison. Et il y avait Uruguay, c'est petit, non? C'est pas exceptionnel de le croiser ou d'avoir des amis en commun. Donc ça restait un peu comme ça. Quand il venait à Salto, un village où j'habitais, on faisait tous une sorte de passer pour chez Pépé ou notre Pépé, parce que comme ça on pouvait croiser musical. Mais oui, c'était vraiment un type qui a resté cohérent et qui aussi il a compris que les changements générationnels étaient importants. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a fait une énorme transmission. Oui. Bon, on revient sur notre thématique aujourd'hui, c'est continuer à explorer l'exil en tant qu'expérience, que vécu, que concept, c'est assez vaste, assez riche. Valentina, tu as déjà soulevé beaucoup de pensées, d'idées sur des auteurs autour de cette fait que c'est où il y a deux axes principaux, c'est partir et rester. Exact. Et oui, parce que sinon on est touriste. Bien. Et ça m'intéressait, je suis un peu curieuse des langues, même si je suis mauvaise dans toutes les langues, et de plus en plus en espagnol. Et donc j'avais recensé un peu d'informations les plus, entre guillemets, banales. Dans les Grecs anciennes, on se saluait en disant « Prends-toi plaisir, réjouis-toi ». Par contre, en latin, on disait « Porte-toi bien ». Sois-toi en bonne santé. En hébreu, en arabe, on continue à dire que la paix soit avec toi. Salam alaikum. Hola, buenas, bonjour, aniche, hi, tschüss. Et la langue, ou les langues, est le fondement même de la nationalité, de la rationalité, de l'ordre et de l'humanité partagée. Chez les Grecs, les barbares étaient celui qui n'avait pas de logo. Il paraît une langue incompréhensible, blablabla. Donc, il est hors de cercle de la rationalité et de la polie de la ville. Aujourd'hui, par contre, on élève la main, et on fait un petit geste, on simplement se touche les corps. Est-ce que tout ça, il fait à notre pensée? Il fait au fait qu'on est on fasse un nouveau monde, un monde différent, comment on doit lire ces mondes, ça m'intrigue un peu. Et par rapport à ça, j'ai trouvé un poème qui m'a parlé. Hablamos lenguas que no son las nuestras, andamos sin pasaporte ni documento de identidad, escribimos cartas desesperadas que no enviamos, somos intrusos, numerosos desgraciados, sobrevivientes, supervivientes, y a veces eso nos hace sentir culpables. Nous parlons des langues qui ne sont pas les nôtres. Nous nous promenons sans passeport ni carte d'identité. Nous écrivons des lettres désespérées que nous ne voyons pas. Nous sommes des intrus, des nombreux malheureux, des survivants. Et parfois, cela nous fait nous sentir coupables. Los exiliados. Partir. C'est la source, ça? Partir, c'est tout de même déjà arrivé un peu. Partir, c'est une seconde peau, un costume mal taillé qui me transforme en étrangère. Partir, c'est avoir la sensation d'être entre deux gares, entre deux quais, que j'attends quelque chose, quelque part. Et pourtant, rien à faire. L'exil, c'est la poussière. L'exil, c'est l'éponge mouillée de l'oubli. L'exil, c'est avoir un accent partout,
y compris chez soi. L'exil, c'est partir, puis rester. C'est faire inviter, puis rester. Inventer des choses, une vie toute nouvelle, puis rester. Finalement, l'exil, c'est rester. Le premier, pardon, vous voyez, c'est ça. Et le premier texte s'appelle Los exiliados, les exiliés. C'est du livre État d'exil de Cristina Peri Rossi, aussi autrice uruguayenne. Ah, je suis venue avec toute la team, qui a publié en 2003. Et le deuxième texte que lisait Jimena Guevara, c'est d'un auteur bosniaque, c'est toi Ernesto qui m'a fait connaître ce livre, auteur Belibor Kolik. Et le livre s'appelle Strasbourg Omnibus. Et d'ailleurs, vous le trouvez en PDF en ligne, il est libéré ces livres. Et bonjour à les deux poètes, bonjour Claudia. Et bon, on sait vraiment que tu es né à Medellín, que tu habites à Madrid depuis 2001. Et que ce que te ramène à Marseille, c'est un peu ce livre, Otro Mundo Colgado de Promesas. C'est un livre que voilà, j'ai eu le plaisir de lire, que tu as publié avec Perro Negro. Et je voudrais bien un peu que tu nous racontes si ça te parle un peu, ces premiers textes qu'on a évoqués, ce rapport entre la langue, entre ne pas savoir où tu es, qui tu es. Oui, je crois que avec mon livre, il a une relation avec Cristina Peri Rossi. Bon, nous avons beaucoup de choses en commun parce que nous venons de l'exil de l'Amérique latine ou d'une violence institutionnalisée. Voilà, les deux, tous les deux, nous arrivons en Espagne. Il habite à Barcelone, j'habite à Madrid. Je ne la connais pas, mais je lis tous les livres. Le dernier livre que j'avais lu s'appelle PlayStation. Et là, comment ça s'appelle? C'est rompu Ah oui, ça a cassé. Elle s'est cassé la jambe. Elle a été pendant 2 mois jouer les PlayStation. C'est très bon. bon. Je ne l'ai pas lu, celui-là, je ne l'ai pas du tout. Et Jimena Guevara, moi je te connais depuis un petit moment, mais c'est vrai que ton travail, je le connaissais un petit peu moins. Donc j'ai eu aussi le plaisir de lire ton premier livre, Poesía para el alma adormecida. Et je sais que c'est un travail qui date un petit peu, bon, qu'il est en plein travaux, quoi. Et il y a maintenant, moi je te lis énormément aussi avec le théâtre et le travail que tu fais dans le théâtre. Et je sais que tu as de nouveaux projets aussi qui arrivent à Marseille. Et il y a combien de temps que tu as quitté ton pays? Ça fait 8 ans que je suis partie de la Colombie et que je suis arrivée en France. À Marseille, je suis arrivée il y a 3 ans environ. Okay. Et par rapport à la langue, tu écris d'autres langues? Oui, on parlait de ça tout à l'heure. La langue, c'est toujours pour moi très important de pouvoir avoir un certain rythme, une certaine fluidité. Et c'est toujours l'espagnol, la langue maternelle qui m'accompagne. Mais depuis quelques années, il y a le français qui revient de temps en temps et c'est une écriture qui est quand même bilingue, on peut le dire de cette manière-là, parce que c'est pas complètement en espagnol, c'est pas complètement en français, mais ça permet de se découvrir d'une manière différente, différent à l'écriture. Et ces premiers recueils de poésie que j'ai écrits, c'était en espagnol, mais l'idée c'est de pouvoir faire une édition aussi bilingue, une sélection de ces poèmes-là. Qui nous permettent aussi de garder ces liens avec la Colombie, de garder ces liens avec l'art, la culture, les paysages et la nature de mon pays, qui me manque énormément.
Et Claudia, toi, tu écris dans quelle langue? Oh, j'écris en espagnol ici parce que j'habite à Madrid, je parle espagnol, mais j'ai changé aussi mon langue parce qu'on parle comme le uruguayos, on parle de vous. Oui. En Espagne, il n'existe pas vos sos, vos tenés n'existent pas, alors je le change un peu. Il n'y a pas la langue formelle. Et on parle tout le temps de toi, et en Colombie on dit à mon parent, je parle usted. Oui, il n'existait pas, le vous de ce formel n'existait pas. Il y a quelque chose qui change, mais en Espagne. Est-ce qu'on a un accent même chez nous quand on rentre? Qu'est-ce que nous dit les gens? Ouais, c'est possible aussi. Après, moi, j'ai parlé toujours un peu très doucement, donc ça m'a peut-être aidé pour les Français aussi, parce que l'espagnol, c'est quand même une langue assez ouverte, non? Et on exprime, j'ai l'impression, beaucoup plus, voilà, c'est une langue beaucoup plus ouverte. Et ça c'est récent, quand on revient, c'est vrai qu'il y a quand même toujours des commentaires qu'on en a déjà depuis longtemps dehors. Forcément, il y a des expressions, il y a des choses qui reviennent et que, comme on disait tout à l'heure, on peut parfois rêver aussi, on peut parfois écrire sans se rendre compte ou s'énerver aussi dans une autre langue. Mais oui, moi je me souviens quand je suis arrivée en France, moi je ne parlais pas français. Et donc, je voyais que les Français ils faisaient... Non? Oui. Et moi, je croyais qu'ils étaient angoissés. Je croyais vraiment qu'ils étaient angoissés. Et j'étais super inquiète. Je me souviens, j'avais moi aussi, j'étais super inquiète. Et j'appelais une amie, je lui ai dit, moi, je pense qu'elle est angoissée parce qu'elle fait comme ça. Quand je me suis retrouvée à faire ça, je me suis dit, waouh, ok, il y a des choses qui rentrent. Je suis arrivée. Oui, je suis arrivée. Je me suis retrouvée dans cette situation. Parce que l'exil, c'est aussi une renaissance. On laisse des choses derrière. Dans le cas, Claudia disait, on laisse des façons de parler. Et on s'adapte à de nouvelles règles. C'est tout, non? Il faut apprendre à maîtriser, à supporter un nouveau climat, à s'habituer à une nouvelle nourriture. Mais dans le cas précis de la poésie, est-ce que le fait de cette chose qu'on a laissée derrière, je vous pose la question à vous trois, est-ce que ça c'est une source de motivation pour écrire? Dépasser? Je pense que oui, définitivement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un refuge aussi, la langue. Quand on est loin de chez soi, je pense que ça devient un refuge et ça devient assez important de ne pas l'oublier, même si ça commence à arriver, qu'on en habite depuis déjà pas mal des années. Mais ouais, c'est une chose que moi, ça m'inspire aussi énormément parce que c'est une autre manière aussi de découvrir notre propre langue. C'est-à-dire avec toutes les ressources que les Français nous donnent aussi, ça permet de découvrir autrement la langue espagnole et de toute façon on a les mêmes racines, c'est des langues romances et du coup il y a plein de croisements des deux langues et moi ça me donne aussi des outils pour écrire aussi. Et dans ce sens-là, Claudia, tes poèmes, tu as commencé à les écrire déjà en étant en Colombie ou c'est un regard depuis ton exil? Non, c'est un regard depuis l'exil parce que c'est un moment quand on habite la violence, ce type de violence qu'on habite là, on n'a pas l'opportunité de penser bien, c'est comme un nuage. C'est tout ça. Alors, quand on est ici, dans la paix, avec la paix, c'est voilà. La peur, le miedo. Merci. La peur est partie. On a l'opportunité de penser, aujourd'hui, je n'ai pas la peur, je n'ai pas peur. On pense à cette histoire-là de la violence, de tout ça. Oui, on a une certaine perspective. Este libro fue escrito con las palabras
con la palabra patria vacía de significado, este libro está dedicado a los que le duele la palabra país. En este libro caben los océanos que separan familias y los muros que piden visa para un sueño. En este libro estamos todas las personas sin hogar del mundo. Este libro tiene amor para los desamparados. Este libro no confía en las promesas. Este libro tiene rabia. Este libro sueña con contagiar como si fuera una enfermedad incurable a algún lector. C'est une partie du texte qui est derrière ton livre. Et ça m'a intéressé un peu, et on parlait des différents, avant de commencer, des différents types d'exil et aussi les différentes violences qui sont expulsées à Cristina Peri-Rossi, à Cita Rosa, etc. Mais en parcourant un peu tes poèmes, tu as quand même un rapport à toutes ces violences qui étaient vécues en Colombie. Sí, Pablo Escobar, depuis la série de Netflix, Narcos, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui l'idolâtrent. Et pour moi, c'est un douleur un douleur dans mon cœur, au milieu de mon corps. Et c'est pour moi, je ne peux pas penser comme un héros. Ouais. C'est tout le contraire pour moi, c'est le diable, non. C'est un mec qui a fait beaucoup de douleur. Oui, et en plus aussi son fils, qui récemment j'ai lu un article qui parlait aussi de cette expérience, et pour son fils c'est la honte de savoir comment ce personnage est devenu si connu, si admiré et si populaire, alors que pour son propre fils c'est vraiment la mission de faire comprendre que ça a fait beaucoup de mal pour la Colombie, pour Medellín, et que c'est un peu la paradoxe aussi aujourd'hui, dans nos jours, c'est ça aussi qui font les médias et qui prennent ce type de modèles pour les sociétés, qui pour nous aussi, en tant que Colombiens à l'étranger, c'est un sujet qui revient toujours dans des conversations avec des personnes qui viennent de découvrir qu'on est Colombien. Et c'est un peu, ça devient presque une mission aussi à nous de pouvoir démonter tous ces mythes et toute cette histoire qui s'est créée autour de ces personnages qui, pour nous, ça a été si mauvais pour la Colombie. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, à Paris, ils ont ouvert un pub qui s'appelait Medellín, si je ne me trompe pas. Et justement, il y avait une imitation de l'avion de Pablo Escobar. Et ils vendaient des casquettes, c'était vraiment un idole. Et il y avait pas mal de Colombiens qui ont manifesté et ont expliqué pourquoi il n'y avait pas de lieu pour ça. Mais bon, ça fait, je pense, aussi une partie d'un phénomène d'exotisation et qui arrive pour le milieu du cinéma. Justement, comment s'appelle les films qui récemment ont été très en discussion, Emilia Pérez. Vous l'avez vu? Bon, justement, il y a la rédemption d'un narco très violente que devient une belle personne en se transformant. Je pense qu'elle a eu tellement d'idées dans une seule fois que je ne sais pas d'où ça sortait. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait comme une exotisation de la violence. Oui, tu peux prendre de l'eau si tu veux, Oui, j'aimerais rebondir sur des sujets pour aussi parler du livre de Claudia, qui est un poème qui me touche énormément et qui fait partie de cette thématique. C'est dans la série sobre el lenguaje y las palabras, que s'appelle Gatillo Fácil, Gachet Fácil. Las palabras son poderosas, con ellas puedes crear un dios, construir una civilización, incluso destruir a una persona. Con el silencio también. Y es cierto que crearon
un personaje, ¿no? A través de la palabra y de la manipulación de los medios de comunicación, de todo esa atmósfera que le gusta a la gente, ¿no? Que es las series donde hay malos y donde hay... Y entonces construyeron una persona simpática a partir de un, como tú dices, alguien que causó mucho daño, mucho mal en el país. Bueno, voy a compartir un primer poema del libro de Claudia, justamente ya que entramos. Yo sé que no estoy siguiendo el guión, pero bueno, más o menos. Bien. Se llama 132.529, justamente hablando de este señor Escobar. He visto muchos muertos, es lo que tienen las guerras. Vivía en un barrio a las afueras y los tiraban de madrugada, en la tregua de la noche. Los carroñeros, avisados por el cielo, eran los más puntuales, y no faltaba quien lo movía con un palo para buscar el hueco por el que entró la muerte, hasta que el olor disolvía la muchedumbre. En las guerras hay muertos. En el año 1991 hubo 6.658. 6.658. Yo vi unos cuantos detrás de mi casa, incumpliendo el letrero que ponía prohibido arrojar cadáveres, pero en las guerras ya se sabe. También hay un poema que yo creo que Claudia lo escribió para mí, dentro de la serie El tiempo es eso que le pasa a otros. Es un poema que se llama La edad. La edad es una señora coqueta que me saca a bailar en las fiestas y me devuelve a mi rincón cuando suena reggaetón. Genial. Genial. Y el pasillito de falta. Tirar un bailecito. Fantástico. Gracias, Claudia, por haber pensado. ¿Te faltó el baile? No, por eso es que ella me devuelve a mi rincón cuando suena reggaetón. O sea, ella sabe que un señor de cierta edad no va a ponerse a perrear ahí. Claro que sí, pero claro que sí. Claro. En América Latina hay, en Cuba también. No es porque a mí no me gusta. ¿Cómo que no le gusta el reggaetón? Bueno. Pero también es verdad que me parece que el recurso de la escritura es también una forma de reinventar esa identidad y tener la oportunidad de el poder también de escribir esa propia historia y la posibilidad de revisitar esa memoria, ¿no? Pero bueno, un poco por eso yo había comenzado por el tema de la lengua, porque es verdad que en cierto momento tenemos como unas invasiones, ¿no? Y habíamos citado, cuando estábamos conversando, a Gota Christoph, que ella tiene una historia súper interesante porque pasa por diferentes lenguas, ¿no? Porque sufre una invasión nazi, una invasión rusa, y cada vez tiene una vida que se va transformando por esas lenguas, hasta que finalmente se escapa a Suiza y se tiene que adaptar al francés y termina escribiendo en francés. Y en cierto momento, ella, cuando define el francés en su libro La analfabeta, habla de la lengua enemiga, porque es la lengua que le terminó robando su lengua maternal, ¿no? Vos comentabas algo hace un rato, Claudia, que usaste un término que me llamó la atención, que como era la lengua sustituta o algo así, ¿no? Sí. Français. Pasamos al español. Mais personne me dit comment je me rends compte. Il a commencé. Il n'y a pas de souci. C'est la langue des visitants, non? La langue qui habite complètement l'exil. Quand tu laisses la langue maternelle, tu as perdu la dernière. Non? Et je ne sais pas, parce que c'est le poète de Sarajevo qu'on avait parlé, mais
Pour moi, ce n'est pas le cas. Cristina Perio aussi pas non plus parce qu'elle habite à Barcelone, mais n'écrit pas en catalan, elle écrit en espagnol. Avec en espagnol. Oui, avant ce que j'avais dit, je répète en français cette fois-ci, c'était que Agatha Christophe, justement, c'était une écrivaine qui est née avec mes parents hongroises. Elle a suivi différentes invasions dans son pays, donc elle était obligée à parler russe. Et plus tard, quand les nazis ont pris sa ville, elle s'est échappée en Suisse et elle a passé au français, qui c'est finalement la langue dans laquelle elle finit pour publier son travail. Et à la fin de sa vie, elle redéfinit le français dans son livre L'Analphabète pour dire qu'elle l'identifie comme la langue ennemie. Parce que c'est la langue qu'elle a volée, sa langue maternelle. Excusez-moi, je vais faire une petite intervention par rapport à ce que tu dis, puisque c'est vrai que dans l'émission précédente, on en avait déjà un peu parlé, cette histoire de la langue, de ses glissements, de comment on devient soi-même étranger ou étrangère quand on parle une langue, une deuxième, une troisième langue. Mais il y a aussi, quand tu parles d'invasion, ça m'a fait penser tout de suite au grand bouquin très emblématique de la question justement de l'étude des langues, celui de Victor Klemperer, donc la langue du Troisième Reich, où lui explique en fait que, bon là c'est dans un contexte très particulier, mais comment la langue envahit le quotidien à tel point de le transformer. Donc c'est vrai que quand on utilise une langue qui n'est pas la nôtre, en fait, on transforme aussi notre manière de voir les choses. Et pas plus simplement qu'une question d'utiliser un outil à un moment donné, on peut nous permettre d'arriver à voir des choses différemment. Ou moi je me rappelle quand je suis rentrée après 10 ans en ville, je ne pouvais qu'insulter en espagnol. Je pouvais pas m'énerver en français. C'était terrible. Désolée. En fait, j'avais complètement transformé aussi une partie de moi. Ouais. Donc c'est vrai que dans cette histoire d'exil, il y a le rester, le partir, le rester et le rentrer. C'est vrai qu'il y a toujours une partie, on oublie ce que c'est de rentrer après avoir été en exil, et ce que c'est aussi de ne plus être finalement ni d'un endroit ni d'un autre, ce sera une espèce de mélange de tout ça. Non, mais justement, quand on commençait en parlant de la salutation, et moi, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est comment ça transforme notre façon de penser. Et à moi, ça m'étonne comment vraiment il y a certains rapports, non, émotionnels que, par exemple, que je peux que l'avoir en français. Non, par exemple, à mes chats, je les parle en français. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce sont des chats marseillais. Il y a des animaux, c'est tendance, non? Et après, c'est vrai que l'effet d'explorer une nouvelle langue dans ton quotidien, ça aussi, ça change parce que tes possibilités sont plus limitées. Donc, il y a un besoin d'économiser parfois les langages qui déterminent comment tu décides, comment tu t'exprimes, comment tu t'organises, etc. Et parfois, ça fait ressortir une autre personnalité aussi. Ça transforme ta personnalité. Et peut-être, alors je ne sais pas, parce que j'ai devant moi aussi un morceau qu'on aurait passé, mais parce que ça me permet de revenir aussi sur la partie que vous avez évoquée autour de, notamment de Pablo Escobar. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir, en tant que Colombien, Colombienne, ce rejet vraiment épidermique de quelque chose qui nous paraît peut-être loin, plus exotique, ou en tout cas très romanesque dans sa forme. Après, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est du ressort des masculinités, qu'elles soient de là-bas ou qu'elles soient d'ici. Aujourd'hui, ceux qui mettent en avant quelque part cette espèce d'aura charismatique de Pablo Escobar, ce sont en général de jeunes hommes et qui ont un lien particulier avec la masculinité. Donc c'est pas, il y a aussi, je pense, un gros contrat, pas simplement lié au fait que les médias ou les mass médias pourraient véhiculer, c'est qu'il y a aussi chez les hommes en particulier une facilité, une nécessité quelque part de prendre ces figures presque tutélaires
clair, hein, pas viriliste et paternel, s'il en faut, voilà, de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est, encore une fois, tout à fait compréhensible que ce soit un moment compliqué pour un Colombien ou une Colombienne qui arrive et qui voit Plata y Plomo sur une casquette d'un jeune lycéen. Du coup, je ne sais pas si vous voulez, ou peut-être qu'on fasse une petite pause musicale. J'avais donc ce thème Silva y Villalba a quien engagne Samuelo. Ça vient un peu dans la possibilité de continuité par rapport à la discussion et peut-être pour revenir. Qui a décidé de ce thème? Oui, on a pensé à ce thème parce que c'est assez... ça explique beaucoup la situation aussi à travers la musique de la violence en Colombie et comment on peignait aussi, mais ce qui fait partie de nos vies à nous, donc une belle chanson traditionnelle de la Colombie. Parle de l'exil, si bien représenté par nos invités, écrivaines, poétesses. Moi, je voudrais aborder l'agenda, mais d'un point de vue, l'exil, mais un des miracles de l'exil, c'est bien sûr la littérature, mais également la musique, tout autant que la cuisine. Ce n'est pas pour rien que chaque fois qu'il y a un événement de musique qui vient d'ailleurs, il nous est proposé la plupart des temps un plat qui est représentatif de la musique et qui est là des musiciens. Donc, je souhaiterais commencer cet agenda par plusieurs choses. La première, il n'y a pas de nourriture, mais bon, c'est un hommage à le pianiste Henri Florence, disparu il n'y a pas très longtemps. Le Club 27 lui organise un hommage. C'est ce soir au Club 27, il y aura plus de 15 pianistes et batteurs qui se sont réunis pour lui rendre hommage. Alors tous ceux qui peuvent, ils veulent, n'hésitez pas à participer à ces concerts. L'ouverture des portes, c'est 18h et les concerts de 19 à 23h. Club 27 se trouve au 27 rue d'Anvers dans les 5 avenues. On passe en continuation de ces plateaux. Nos invités poétistes en exilio, demain, ils vont se présenter à la Librairie internationale, la Grande Librairie internationale de Marseille, qui se trouve aux 3 rue Vincent Scotto, dans le 1er arrondissement. À Marseille, on va trouver le même plateau. La modération sera assurée par Valentina Vietro, avec nos invités d'aujourd'hui, Claudia Jaramillo et Jimena Guevara, qui vont continuer à nous parler, à nous faire voir leur version merveilleuse à travers de l'exil, mais des poésies. C'est tellement beau, la poésie, ça nous sauve de plein d'abîmes, comme la musique. On passe au mardi 20 mai, toujours. Cette fois-ci, c'est pour la danse. À la place des Canailles, on nous présente, c'est la Latino Party. Vous pouvez venir à partir de 19h à danser. Il y a l'ambiance, c'est salsa, bachata, également des cours. C'est gratuit si vous arrivez avant 20h. La place des Canailles au DOC. On continue jeudi 22 mai au Club 27. C'est la Descarga Cubana numéro 5 de Joan Di San Martin. Et cette fois, ces invités sont ni plus ni moins que Simon Bolsanger et Willy Kiko. Alors nous imaginons bien que ça va être spécial Latin Jazz. Alors n'hésitez pas à venir. L'ouverture des portes c'est 19h. Concert à partir de 20h. Club 27 dans les 5 avenues. Toujours jeudi 22 mai, cette fois-ci, nous allons faire un tour en Colombie. Et c'est DJ Nico qui nous présente une soirée cumbia à la rumerie La Payotte, qui c'est au 6 rue Cruder, dans le 6e arrondissement, à partir de 21h30. Toujours. Ce sera la dernière de la saison pour lui, puisqu'après il s'envole vers la Colombie. Mais très bien, heureusement qu'il nous reste la musique. Mais nous passons un grand bonjour à Julio qui nous écoute chaque fois, c'est un inconditionnel et un vrai ambassadeur de la musique colombienne. Toujours le jeudi 22 mai, cette fois-ci encore la Colombie, mais c'est le premier concert du Santo Cuero, le spectacle 2025. Ça se passe au Maloca, 47 rue Fortune Jourdain, ici dans le quartier de la Belle des Mai. Ça commence à partir de 19h jusqu'à 23h avec plein de partenaires. Donc la Semaine d'Amérique latine et Caraïbes, l'ambassade de Colombie en France et plein d'autres. N'hésitez pas, il va y avoir exactement
une exposition au Walou. C'est un hommage à une cérémonie ancestrale afro-colombienne. Et également, vous allez trouver, en plus de la musique et les spectacles, bien sûr, de la nourriture qui vient de loin. Toujours, sincèrement, le jeudi 22 mai, on a les choix et je pense qu'on ne peut pas, dommage que l'on n'a pas les dons de l'ubiquité. Cette fois-ci, on y va en Argentine, car c'est une invitation, venez danser la milonga avec la típica de los lunes, mais cette fois-ci, ils le font le jeudi. La milonga, le jeudi 22 mai, avec, par la suite, on peut danser avec DJ Almate. Ça se passe au Mélo, 68, Cours Julien. Il y a aussi restauration sur place. On a fini avec le jeudi. On passe au vendredi 23 mai avec un super projet. On a déjà eu ici cet invité, c'est Pablo Trova, avec son projet Latin Looper. Cette fois-ci, son concert, c'est vendredi 23 mai, le premier, au Mundat, le resto Mundat, qui se trouve dans le quartier de la Joliette, 70-72 rue de la Joliette. Pablo nous présente son projet Latin Looper. C'est une seule personne qui va vous jouer plein d'instruments avec la magie de Looper. Alors vous allez écouter la musique traditionnelle des différents pays d'Amérique latine avec le loop. Et vous allez pouvoir danser et écouter des son cubano, des cha-cha-cha, des merengues, des boleros, des tinku, des cuecas, des vals peruanos, bossa nova, et j'en dis pas plus. Alors, rendez-vous au Mundat dès 20h. Vendredi, toujours 23 mai, on continue avec l'Argentine, un autre de nos invités qui est passé cette année dans nos plateaux, GAM, musique urbaine et tango. Il nous invite le vendredi 23 mai à la Casa Consola. C'est une mise à jour du tango fusionné avec le jazz, le rock, R&B et de rythmes sud-américains. Alors, c'est un concert idéal pour les danseurs de tango et pour tous les amateurs de cette musique. On arrive presque à la fin, Ernesto et Mila. Mais il y a tellement de choses à annoncer. Samedi 24 mai, c'est le Big Band du CNRS avec son répertoire salsa. C'est un concert gratuit, on l'avait déjà annoncé. Ça se passe à l'auditorium de l'hôpital Valvert, dans le 11e. N'hésitez pas à aller dans le site du Big Band pour retrouver les liens. Je peux le dire, mais c'est un peu loin, mais ça ne se fait pas réservation, c'est gratuit, mais il faut réserver. 24, je rappelle, samedi 24 mai, dans l'auditorium de l'hôpital Valvert, dans le 11e, Big Band du CNRS avec leur répertoire salsa. Samedi 24 mai, encore de la salsa, mais cette fois-ci présentée par l'association Sincopada, les deux groupes de Clairette May, Los Gabianos et Tocoloco, lundi 24 mai à l'espace Hyperion. Ça commence à partir de 19h23, les concerts à partir de 20h30, il y aura la restauration, mais quelque chose que c'est super, cours et animation dansa par notre Carelia de Cuba. Alors allez-y à l'espace Hyperion, le samedi 24 mai, Tocoloco et Los Gabianos. Toujours samedi 24 mai, Peña a la Chilena, engagé et populaire. Cette fois-ci, on vous invite à écouter 1000 guitares pour Víctor Jara, et Pablo Trova également comme invité. C'est un répertoire qui garde vivant les musiques traditionnelles et populaires du Chili et d'Amérique du Sud, et qui bien sûr portent des messages de justice sociale et de liberté, et sont toujours d'actualité. Il y a un dîner chilien, concert et un DJ nommé Chili, avec plusieurs. Et en Argentine, toujours samedi 24 mai, cette fois-ci c'est à l'Academia del Tango, pour fêter la révolution de Mayo en tango et folklore. C'est l'occasion de montrer au public français qui n'est pas connaisseur que l'Argentine, ce n'est pas que les tangos, qu'il y a aussi les folklore, et ça sera interprété par des musiciens spécialisés dans les tangos, mais bien sûr aussi dans les folklore. Ne ratez pas ces soirées qui se passent à l'Academia del Tango, dans le quartier de Réformé, c'est aux 3 rue des Zéros, premier arrondissement, et c'est à partir de 19h30 l'ouverture jusqu'à tard le soir. Il y a aussi des tangos en cours, Azuré et Milonga,
qui s'appelle le Mimi, par les super danseurs et professeurs qui s'appellent Cédric Tellier. N'hésitez pas à vous renseigner. Ça se passe au 17 quai des Rives-Neuves, qui s'appelle Les reprises des Mimi par Mimi Longa. Et dans lesquels il participe Radio Galère. Ça se passera les samedis 21 mai et dimanche 25 mai. C'est la fête qui se passe dans le cadre d'ici de la friche. Radio Galère installe son plateau radio ce week-end. Le samedi 24, il se trouvera à la place Cadena de 15 à 17h. Il aura l'émission en direct spéciale Info choisie, la chronique ciné par Ciné Fabrique, un show musical explosif avec Radio Falafel. Le dimanche 25, à la place CAFO, en direct, se trouvera l'émission La Diaspora, deuxième mi-temps, l'actualité des Comores. Et pour tous les danseurs et amateurs de la musique latino, les dimanches 25 mai, ces derniers jours de ce week-end, les collectifs Salsa Dura à 19h30 dans le cadre de ce festival label Fête des Mai. Ça se passe à l'Idéaliste, au 95 rue Belle des Mai. N'hésitez pas à venir si vous voulez écouter ces concerts, profiter de la jam avec les grands orchestres, toutes les reprises des grands orchestres des années 70 et 80. Et je crois que c'est tout. Vous voyez, le miracle de l'exil, la musique, ça nous donne plein de richesses. Alors profitez-en. On va bientôt devoir consacrer une émission entière. Il y a une vocation à devenir écrit. Donc les groupes, artistes qui seraient intéressés pour intégrer cet agenda culturel dans ces cas-là qu'on aurait sur la page Instagram notamment et Facebook, voilà, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des événements pour pouvoir y figurer.